OK. Alors, je recommence. J'avais oublié de mettre mon son. Hi! Et oui, Raymond et moi, on avait décidé de se payer un beau 4 jours de congé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en vacances et nous avons choisi les chutes Niagara. Et pendant qu'on était là-bas, je me suis dit, pourquoi pas utiliser cette superbe place pour faire un discours qui nécessite des recherches. Et saviez-vous que les chutes du Niagara ne sont pas les plus hautes du monde? Ben, vous vous en doutez sûrement, puisqu'il y a environ 500 autres chutes les plus hautes dans le monde. La seule que je vous présente actuellement, c'est le Saut de l'Ange. Et je ne sais pas si vous savez où est-ce qu'elle se trouve, mais c'est au Venezuela. Et elle cumule un 979 mètres de haut. Pour les gens qui ont des cheveux blancs un petit peu comme moi et qui sont moins familiers avec les mètres, c'est quand même 3212 pieds de haut. C'est énorme comme chute. Mais ce qui rend particulier les chutes du Niagara, si impressionnantes, c'est leur débit. La plupart des chutes plus hautes dans le monde ont un faible débit. La combinaison de la hauteur et de leur débit les rend époustouflantes. Plus de 168 000 mètres cubes d'eau passent par-dessus la ligne de crête des chutes du Niagara par minute. Les chutes canadiennes, qui sont appelées le horseshoe, parce qu'ils sont en forme de fer à cheval, ont une hauteur moyenne de 57 mètres. La largeur des chutes canadiennes mesure environ 670 mètres. Le bassin de plongée sous les chutes affiche une profondeur de 35 mètres. Et le soir, c'est de toute beauté. Pour ce qui est des chutes américaines, elles mesurent entre 21 et 34 mètres de hauteur. Cette mesure est prise du sommet jusqu'au débris des rochers au pied des chutes, appelé le talus. 57 mètres séparent le sommet des chutes de la rivière. La largeur des chutes américaines mesure, elle, environ 263 mètres. Comme vous pouvez voir sur l'image, il y a deux chutes qui correspondent aux chutes américaines et la toute petite à droite s'appelle le voile de la mariée. Et le soir, quand elles sont illuminées, ceux-là aussi sont de toute beauté. Mais si on y va dans les statistiques maintenant, un peu plus profond de tout ça, l'emplacement des chutes du Niagara a changé avec le fil du temps. Il y a environ 12 500 ans, les chutes se situaient à la lisière actuelle de l'escarpement du Niagara, près de Lewiston, dans l'État de New York, et de Queenston, en Ontario. Depuis la fin de la dernière période glaciaire en Amérique du Nord, lorsque la rivière Niagara a commencé à suivre sa trajectoire actuelle du lac Erie vers le lac Ontario, la crête des chutes a migré d'environ 11 km dans son emplacement initial près de Queenston-Lewiston jusqu'à l'emplacement actuel de la crête des chutes Horseshoe. À mesure que les chutes ont migré en amont, la force de la crête a alterné au fil des ans, passant d'une forme de fer à cheval, comme on le voit à la ligne de crête de 1678, de 1764, de 1819 et 1842, à la ligne de crête actuelle, en forme de V. Comme on le voit dans la ligne de crête en 1819. On voit que la forme avait déjà changé. Des observations plus récentes du Conseil international de contrôle de la rivière Niagara ont révélé le déplacement de 3 blocs rocheux de la crête des chutes Horseshoe en 2009, en 2012 et en 2013.
On ne voit pas ces statistiques-là sur l'image présentement, mais si on va sur l'Internet et qu'on Google, on a tellement de statistiques par rapport à tout ça. Le taux de récession des chutes a varié au fil du temps, des estimations oscillant entre une moyenne d'environ 1 mètre par année et le taux de récession actuel d'environ 1 mètre par année. Et ces observations concordent avec un taux d'érosion relativement lent. Et il semble que les touristes pourront continuer d'admirer un rideau d'eau continu au-dessus des chutes du Niagara pendant encore un certain temps. Puisque, étant donné qu'elle n'est plus en forme de V, mais bien de fer à cheval, l'érosion a beaucoup diminué au fil du temps. Fait que ça nous permet d'aller vraiment profiter de toutes ces belles chutes. Mais comme nous pouvons le constater, la force de l'eau est vraiment impressionnante. Entre l'eau et la roche, la vague et le rocher, selon vous, qui l'emporte toujours? La vague gagne toujours sur le rocher, non pas par sa force, mais bien par sa persévérance. Tout comme quelqu'un qui veut vraiment atteindre ses objectifs. Un leader va savoir exactement où frapper délicatement et avec bienveillance. Mais que ce soit personnellement, professionnellement, et même chose chez Toastmasters, à force de répétition, de détermination et d'action, tout devient possible. À quel point désirez-vous atteindre vos objectifs? Êtes-vous plus une vague ou un rocher? Car Raymond et moi, nous n'avons pas peur de nous jeter à l'eau. Et vous? À vous, Madame l'animatrice. Merci.